C'est un plaisir d'être ici devant vous, présenter Quantelps. Mais d'abord, je veux commencer par donner une petite introduction sur qu'est-ce que c'est l'informatique quantique et la révolution quantique. Donc, le titre de cet événement, c'était vers une révolution quantique. Mais qu'est-ce que c'est une révolution quantique? Quelles sont ces technologies quantiques dont on parle? Donc, je vais juste brièvement présenter ça avant de parler de l'écosystème grenoblois qui est justement l'un des hubs quantiques en France. Alors, qu'est-ce que c'est l'informatique quantique? Bon, quand on entend parler de l'informatique quantique, on entend parler forcément des qubits. Donc, c'est le mot qu'on entend tous parler. Qu'est-ce que c'est un qubit? Ouais, il faut commencer avec des bits. Donc, les bits classiques, c'est le fondement de l'information classique. Donc, on sait que voilà, tout ce qui est numérique, théorie d'information, c'est construit à partir des bits. Donc, un bit, c'est quoi? C'est juste un système qui peut avoir deux états distincts. C'est tout. Mais dans n'importe quel système, un ordinateur, etc., un bit, ça doit être instancié dans un système physique. Donc un bit, c'est un concept mathématique, mais c'est aussi quelque chose de physique, ce qu'on utilise pour calculer. Mais on sait que la physique, c'est aussi quantique. Donc on peut dire, ok, bon, l'information, c'est physique, physique et quantique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'information quantique? Est-ce qu'un bit peut être quantique? Et c'est justement là qu'on arrive au qubit. On dit, ok, qu'est-ce qu'on a si on demande qu'un bit suit les règles de la mécanique quantique? Et ça change des choses un peu. Donc un bit, ça n'a plus que deux états, mais on peut être dans ce qu'on appelle une superposition des deux états. Donc c'est un peu comme si c'était 0 et 1 à la fois. Mais, ok, on peut dire, ok, ça c'est très utile, on peut avoir beaucoup plus d'états, mais il y a aussi des contraintes que la physique impose. Par exemple, on ne peut pas juste savoir l'état simplement d'un qubit. Si on veut extraire de l'information, il faut en fait mesurer le qubit. Et on ne peut pas mesurer le qubit sans le perturber. Donc on va changer l'état du qubit. Donc on a à la fois une structure plus riche, mais aussi des contraintes plus contraignantes. Et il faut travailler avec les deux. Et évidemment, si on veut faire quelque chose de plus intéressant avec l'informatique quantique, il ne faut pas juste un qubit, mais beaucoup de qubits. Il faut mettre des qubits ensemble. Et alors, ça enrichit encore plus la structure. Donc là, quand on a plusieurs qubits, en fait, on a un phénomène qui s'ajoute, qui s'appelle l'intrication, des fois enchevêtrement, ce qui est le fait qu'on ne peut plus décrire les qubits comme une description de chaque qubit individuellement, mais il faut donner une description de tout. Okay? Le tout est plus que la somme des parties. Donc c'est vraiment vrai dans la quantique. Et le résultat, c'est ce qu'on peut avoir des états très compliqués, des superpositions de beaucoup d'états, donc un nombre d'états exponentiels par rapport au nombre de qubits. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Okay? Donc on a un peu l'idée que dans la quantique, on peut calculer massivement en parallèle. Bon, ce serait très bien si c'était si simple que ça, mais c'est aussi compliqué. Quand j'ai dit, il y a toujours des avantages, mais il y a des contraintes avec lesquelles il faut travailler. Et quand on a beaucoup de qubits, ok, c'est en parallèle, mais la physique s'impose qu'on peut seulement faire certains types d'opérations sur les qubits. Ils doivent être réversibles, par exemple. Et comme toujours, si on veut extraire de l'information, ça va perturber l'état. Donc il faut faire un calcul d'une manière sans regarder trop ce qu'on fait. Donc il faut un peu jongler avec ces contraintes et les avantages pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec l'informatique quantique. Je ne vais pas dire beaucoup plus parce que je pense qu'on va entendre plus parler dans la table ronde. Mais juste pour dire que néanmoins, on peut toujours faire des choses très intéressantes. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'informatique quantique? Donc, évidemment, on peut faire le calcul quantique, mais au début de l'histoire, on avait aussi l'idée de simulation quantique. Donc ça, c'était en fait la motivation originale de Richard Feynman quand il a proposé l'idée d'un ordinateur quantique. Et c'est justement pour dire que si on veut simuler les systèmes physiques, les physiques, c'est quantique, c'est très difficile en général à simuler avec un ordinateur classique, il faut des ordinateurs quantiques pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un ordinateur quantique. Et plus généralement, on sait maintenant, depuis les années 90, qu'on peut avoir des avantages assez forts théoriquement avec un ordinateur quantique. Par exemple, le fameux algorithme de Shor qui peut factoriser des nombres très grands très rapidement. Je ne vais pas en parler plus sur ça parce qu'il y a une table ronde qui va discuter justement ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique. Mais juste pour dire que voilà, on a fait ça dans les années 90. Donc c'est pas tout récent.
Pourquoi on est toujours ici? En fait, ça c'est le côté théorie. Mais en pratique, c'est très difficile à construire un ordinateur quantique, de fabriquer et manipuler des qubits. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène qui s'appelle la décohérence. C'est un peu l'idée que tout bruit dans un système, ça va perturber l'état, ça va dégrader la superposition quantique, ça va dégrader l'intégration quantique et ça va le rendre moins utile. Et les qubits sont des systèmes analogues. On a un grand nombre, il faut vraiment les protéger super bien de tout le bruit. Donc c'est pour ça qu'on fait ça à des très basses températures, etc. Donc c'est très compliqué. Mais il faut les isoler, mais en même temps, il faut les faire interagir entre eux de manière très contrôlée. Donc il y a un peu deux choses un peu contradictoires qu'il faut faire marcher pour construire un ordinateur quantique. Et on ne va jamais éliminer ce bruit, ça va toujours être là, c'est les systèmes analogues. Si on veut vraiment faire un ordinateur à grande échelle, il faut aussi des couches supplémentaires pour corriger ces erreurs. Donc on sait faire ça. Le fait qu'il y a de bruit, ce n'est pas en principe la fin des choses, mais ça ajoute une couche supplémentaire qui fait que c'est encore plus difficile. Alors, bon, je dis que c'est très difficile et c'est vrai. Pourquoi on parle d'une révolution quantique? Alors, est-ce qu'on est vraiment là où on est avec les technologies quantiques? D'abord, je veux un peu dire qu'en fait, on a déjà eu une révolution quantique. Okay? On a beaucoup de technologies aujourd'hui, des transistors dans les ordinateurs, des satellites, des GPS, des lasers, des IRM, tout ça, toutes ces technologies, ils reposent sur le fait qu'on sait comment marcher la mécanique quantique, la physique quantique. Si on ne savait pas ça, si on ne comprenait pas ça, on ne pourrait pas construire tout ça. Ça, c'est tout un fruit de la recherche fondamentale, de la construction de la mécanique quantique au début du XXe siècle. Donc on a déjà eu une révolution. Mais il y a quelque chose de différent cette fois. En fait, on parle d'une deuxième révolution quantique. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est pas juste qu'on utilise le fait qu'on comprend la mécanique quantique pour construire des technologies. En fait, on peut contrôler au niveau, à l'échelle quantique des systèmes, des qubits individuels par exemple. Donc ça, c'est d'autres choses. C'est un autre niveau de contrôle. Et à partir de ça, on peut avoir des nouveaux avantages, des nouvelles technologies. Et c'est ça dont on veut dire quand on parle de la deuxième révolution quantique et la révolution qu'on habite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, évidemment, il y a le calcul quantique, c'est à ça qu'on pense généralement en premier, mais il y a d'autres choses. Il y a la communication quantique, par exemple, et la métrologie quantique. Parmi d'autres choses, potentiellement, mais ça, c'est peut-être les trois grandes pistes où il y a beaucoup de recherche en ce moment. Donc, je veux vraiment un peu introduire ces trois pistes avant de parler de l'écosystème grenoblois. Donc, le calcul quantique, j'ai déjà dit un peu de choses, mais l'idée, c'est juste qu'un ordinateur quantique peut résoudre des problèmes plus rapidement qu'on peut faire avec un ordinateur classique. Par exemple, factoriser des nombres très grands pour casser des sécurités RSA. Donc, évidemment, ces technologies auraient des grands impacts sur de nombreuses disciplines, comme la sécurité, évidemment, mais aussi sur l'optimisation, sur la simulation, sur le machine learning, etc. Donc, il y a tout un tas, et on va entendre parler plus de ça. Et en résultat, il y a beaucoup d'implications sociétales. C'est pour ça qu'on s'intéresse autant. Ce n'est pas juste, OK, on peut résoudre des problèmes, mais on peut utiliser ça pour développer des médecines plus efficacement. On peut essayer d'attaquer le problème du climat, etc. Okay? Donc, il y a beaucoup de potentiel. On a toujours, juste au début, c'est difficile à imaginer ce qu'on peut faire avec. Prochainement, il y a la communication quantique. Donc, j'ai dit que le calcul quantique, ça a des implications sur la sécurité. Donc, ça peut casser, on peut penser que ça casse la sécurité ou les cryptosystèmes. Mais c'est aussi une partie de la solution, en fait. Et il y a tout un domaine de recherche en cryptographie quantique. En fait, depuis un moment, c'est peut-être la technologie quantique le plus développée, depuis peut-être 20 ans presque. Et l'idée, c'est d'utiliser les phénomènes de la mécanique quantique pour prouver la sécurité des cryptographies, en fait, des systèmes. Au lieu d'utiliser juste des hypothèses computationnelles, c'est vraiment d'utiliser des principes physiques pour prouver que quelque chose est bien sécurisé. Il y a déjà des solutions commerciales qui sont déployées, c'est pour ça. Et il y a un fort investissement en Europe, mais aussi par d'autres États, notamment la Chine, qui a des très vastes réseaux
quantique pour les cryptographies déjà déployées, même en utilisant des satellites. Okay, c'est déjà quelque chose qui est assez avancé. Aussi, on peut imaginer plus loin que peut-être on peut construire un Internet quantique. En fait, si on a beaucoup des ordinateurs quantiques qui ne sont pas tous sur le même site, on veut qu'ils se communiquent, qu'on peut les accéder, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir à la maison, surtout pas tout de suite. On peut vouloir faire des calculs distribués quantiques. Donc ça, c'est une étape un peu plus loin. Et puis, la métrologie quantique. Donc ici, on veut utiliser les phénomènes quantiques ou la mécanique quantique pour mesurer plus précisément ou développer des capteurs plus performants. Donc un exemple, peut-être vous avez entendu parler des détections des ondes gravitationnelles il y a quelques années. Et donc les détecteurs de ces ondes, Virgo et LIGO par exemple, ils utilisent la lumière quantique, qui est ce qu'on appelle squeezed en anglais, un peu compressée. Donc c'est un type de lumière quantique qui permet de réduire la bruit dans ces interféromètres très grands en fait. Il y a beaucoup d'autres technologies qu'on peut imaginer utiliser pour les capteurs quantiques. Donc il y a la recherche en utilisant des atomes froids, des impuretés dans les diamants ou d'autres matériaux, des superconducteurs, etc. Et avec ça, on peut espérer aussi d'avoir des avantages, par exemple dans la navigation à neuf ciel, d'avoir des horloges qui sont beaucoup plus précises, des nouvelles générations d'horloges atomiques, de mesurer plus précisément des forces ou des champs gravitationnels, etc. Okay, donc, il y a beaucoup de recherches dans ces domaines aussi. Alors pourquoi certaines de ces technologies ils sont déjà dans le marché depuis un moment et il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut faire et on est juste au début. Mais pourquoi on parle beaucoup de la révolution quantique, mais non, pourquoi les années 2020 sont si importantes pour ça? Pour donner une idée de ça, on sait qu'il y a cet algorithme de Shor qui peut factoriser des grands nombres, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire bientôt? Bon, et le dernier estimat qui date de l'année dernière, c'est que si on veut les factoriser à un clé qui a 2048 bits, donc ça c'est un peu le standard actuel, dans 8 heures, ça demanderait 20 millions de qubits butés. Donc on n'est vraiment pas là encore. Okay, pour donner une idée, par exemple, où on est, bon, ça j'ai juste pris quelques chiffres, mais une dizaine d'années, on avait juste quelques qubits, donc peut-être 5 ou... Maintenant, on a quelques centaines. Donc on a beaucoup avancé en fait dans les derniers 10 ans, c'est vrai. Mais même IBM par exemple, on dit qu'on sera bientôt à 1000. 1000 et 20 millions, il y a un grand écart. Okay. Alors, s'il faut attendre jusqu'à ce qu'on a 20 millions de qubits, on peut attendre longtemps. On ne veut pas attendre là, on veut vraiment pouvoir faire des choses intéressantes déjà. Et pour ça, il faut vraiment travailler maintenant. C'est pour ça que si cette révolution va réussir, il faut que les années 2020 soient très productives pour trouver des nouvelles solutions à court terme. Pour donner une idée, on entre dans ce qu'on appelle l'ère de NISQ. Donc ça, c'est pour Noisy Intermediate Scale Quantum. Donc c'est à l'échelle où on a des qubits, on a un nombre assez limité de qubits, ils sont bruités, on n'a pas de correction d'erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, j'ai mis ce plot-là, donc c'est un plot logarithmique. Donc il y a quelques années, on était ici, on avait quelques qubits, maintenant on est un peu ici. Donc on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur un ordinateur classique, mais ce ne sont pas forcément des choses utiles. Et on veut arriver un peu ici pour faire ce qu'on appelle le large scale quantum. Donc, on va avoir un ordinateur vraiment général et quantique. Alors, on est loin. Et en fait, il y a un danger parce qu'on peut imaginer que, bon, il y a plusieurs trajectoires. On peut arriver bien ici, où on veut être. Ou peut-être on augmente le nombre de qubits, mais en fait, on a des soucis. Ça augmente le bruit aussi. Et qu'on ne finit pas dans le régime où on veut être. OK ? Et donc, il faut vraiment qu'on retrouve les solutions pour que la physique et la fabrication ça est rapproché par le théorie, mais aussi, comme j'ai dit, ça prend beaucoup de temps pour y arriver. Mais il y a un régime entre les deux, le régime de NISQ, où on ne peut pas le simuler classiquement, mais on ne peut pas faire des choses très générales, mais bon, on veut pouvoir quand même faire des choses avec. Donc si on peut faire quelque chose d'intéressant avec des applications importantes, alors il y aura déjà des applications importantes pour le calcul quantique à court terme.
Donc ça, c'est très important. C'est l'une des raisons pourquoi maintenant, les années 2020, c'est très important. Et on peut imaginer des applications comme la simulation quantique, etc. Mais je pense qu'on va entendre parler plus de ça. Alors, avec ça, donc, ça fait un petit moment que les gens se rendent compte que c'est très important maintenant, les technologies quantiques, ça arrive. Il y avait dans 2016 un manifeste quantique qui était publié par l'Union européenne pour un peu structurer et essayer de mettre l'initiative sur les technologies quantiques. Et ça a été suivi en 2018 par le lancement d'une flagship européenne sur les technologies quantiques. Donc ça, c'est un plan de recherche de 10 ans avec 1 milliard d'euros de financement qui focalisait sur 4 piliers qui sont la communication, le calcul, la simulation et la métrologie au capteur quantique. Donc ça, c'est déjà il y a quelques années. Et plus récemment, il y avait le lancement de la stratégie nationale quantique. Donc la France, comme beaucoup d'autres pays, ont lancé des plans quantiques. Et le plan quantique français, c'est sur 5 ans avec 1,8 milliard d'euros, avec une structuration qui est un peu similaire au plan européen, mais avec des volets un peu plus spécifiques aussi sur la cryptographie et les technologies habilitantes qui sont nécessaires pour construire des ordinateurs quantiques. Et donc on voit clairement que l'enjeu, il y a des enjeux de souveraineté européenne et nationale, et aussi pour l'industrie. Donc c'est très important et il y a beaucoup de reconnaissance de ça. Et donc, avec le plan quantique français, il y avait 3 hubs quantiques français qui étaient identifiés. Donc, il y avait Paris, Saclay et Grenoble. Donc, ce sont peut-être les 3 grands centres quantiques en France, même s'il y a beaucoup d'autres centres, on voit, avec la recherche si importante en France. Et donc, on a vu, suivant ça, un effort par beaucoup de ces villes pour coordonner les efforts dans le quantique et pour créer des structures pour essayer de vraiment avancer et de regrouper un peu le travail, la recherche et l'innovation dans le quantique. Donc, pourquoi Grenoble, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on a à Grenoble? Bon, Grenoble a déjà la recherche et l'industrie très bien établie, surtout côté physique, avec la recherche sur je vois le mot, rigole, mais elle va parler plus de ça plus tard, mais sur les qubits supra et semi-conducteurs. Donc c'est vraiment l'un des points très forts de Grenoble, mais aussi sur d'autres technologies pour les qubits, des photoniques, etc. Donc on a des recherches fondamentales jusqu'aux technologies habilitantes qui est très implantée à Grenoble, mais aussi on a la recherche en informatique quantique, peut-être moins fort, surtout en nombre de chercheurs, mais depuis 20 ans à CNRS, à l'université. Jusqu'à plus récemment avec Enria qui est arrivé il y a 1 an avec la création d'une équipe avec Lyon qui travaille sur l'informatique quantique, dont je fais partie. Et donc à Grenoble, il y a une structuration progressive pour essayer de structurer ces efforts sur la quantique. Donc ça date de plus de 10 ans maintenant, surtout au début côté physique matériaux, mais plus récemment sur la silicium. Donc on va entendre parler plus de ça, de mode plus tard. Et plus récemment, d'un point de vue plus interdisciplinaire. Parce qu'en fait, pour réussir la révolution quantique, les technologies quantiques, c'est pas que la physique, c'est pas que l'informatique. En fait, il faut faire parler tout ça ensemble avec l'industrie, avec les technologies, ce qu'on utilise, mais aussi la maths. Et puis, d'autres côtés très importants, il y a le côté sciences humaines et sociales. Donc, il y a des impacts sociétals de la quantique. C'est très important de prendre en compte qui sont les impacts environnementaux, etc. Donc, il faut penser de ça. Il faut mettre tout ça ensemble pour vraiment coordonner les forces qu'on a en quantique. Et donc, comme j'ai dit, en 2017, il y avait une première structuration interdisciplinaire qui était un projet qui s'appelle Quantum Engineering Grenoble. Et maintenant, on est arrivé à 2022, on avait le lancement maintenant de Quantebs. Donc ça, c'est une nouvelle fédération de recherche qui regroupe toute la recherche en quantique à Grenoble. Et donc, qu'est-ce que c'est Quantebs? Bon, c'est une fédération de recherche avec 4 tutelles, donc les grands acteurs, le UGA, CNRS, CEA et NRIA, et 18 laboratoires sur Grenoble. Okay? Et il y a 200 chercheurs sur ces laboratoires qui travaillent sur un aspect ou un autre
du quantique. Comment c'est structuré? Alors, ces chercheurs, bon, on a fait une structuration sur 5 axes thématiques. Okay. Donc, on a un peu une structuration par couche, mais en bas, par exemple, on a les technologies habilitantes, c'est la cryogénie, les technologies qu'il faut améliorer, qu'il faut utiliser pour construire des ordinateurs quantiques. Au-dessus de ça, on a la matière quantique et l'ingénierie quantique. Donc là, il s'agit de comprendre les matériaux quantiques, les nouvelles générations, de contrôler les systèmes quantiques, de développer tout ce qui est nécessaire pour ces systèmes quantiques et technologies quantiques. Et puis, au-dessus de ça, on a aussi le côté informatique et logiciel. Donc ça, c'est un axe qui est très interdisciplinaire parce que l'informatique quantique, ce niveau, c'est la mathématique, c'est la physique, c'est l'informatique, c'est tout ça. Il faut vraiment travailler ensemble. Si on veut créer des modèles, des logiciels, il faut savoir quelles seront les architectures des ordinateurs quantiques, etc. Donc il faut que les différents acteurs se parlent. Et puis, comme j'avais déjà mentionné, il y a le côté humanité qu'on pense à Grenoble est très important, et on essaie vraiment d'intégrer ça dans le réseau de Quanteps. Alors, quels sont les objectifs principaux de Quanteps? Bon, de côté recherche, il y a d'abord de soutenir la recherche interdisciplinaire, intersectorielle, comme j'ai dit. Par exemple, dans les technologies qui sont identifiées par le plan quantique et la stratégie quantique, et le stratégie européen et français. Donc ça, c'est la métrologie, la simulation, le calcul, la communication. Mais il y a aussi un côté qui est de créer et de stimuler des nouvelles synergies. Parce qu'on va aussi réfléchir plus loin, après ces technologies, quelles sont les autres technologies quantiques qu'on peut avoir, etc. Donc on veut aussi penser à créer des nouvelles synergies. Puis un côté innovation, il faut vraiment favoriser l'émergence de start-up et l'industrie quantique autour de tout ça. Et puis il y a le côté formation, parce que c'est clair que si, comme ça grandit maintenant, il faut former beaucoup de gens dans le quantique. Il y a une vraie demande très forte des ingénieurs, des techniciens, des docteurs, etc. dans le quantique. Mais plus loin, on veut aussi inscrire nos actions dans une démarche environnementale et sociétale et lier Quanteps au Centre européen international. Donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas isolé, même au niveau international, donc on veut vraiment faire ce côté. Et en résultat du fait que Grenoble soit très attractive au niveau international et national pour la recherche en tout ce qui est lié avec la quantique. Donc au final, je vais juste parler un peu des trois côtés, la recherche, formation et innovation. Donc la recherche, j'avais dit qu'on avait une structuration par axe thématique, mais j'ai aussi dit que l'interdisciplinarité, c'est très important. Et pour ça, en fait, on a une double structuration transversale. Donc on a les axes qui regroupent un peu les thématiques et les différentes disciplines, mais on a des projets fédérateurs qui sont transversales, qui rassemblent des experts des axes différents pour travailler vers des projets et des technologies quantiques. On a des projets pour le calcul, pour la simulation, les capteurs et les communications quantiques. Donc ces structurations, ça correspond à ce qui est identifié dans la stratégie nationale. Mais on a aussi des autres projets qui explorent toujours des nouveaux projets qu'on peut monter autour des nouvelles synergies. Et on utilise ça pour un peu animer et essayer de vraiment travailler et rassembler des gens et aussi l'industrie qui est intéressée dans ces projets. Donc ça, c'est le côté recherche qui est très important. Mais également, il y a clairement le côté formation. Donc dans la stratégie nationale, il prévoit la création de 16 000 emplois qui est direct ou indirect associés avec la technologie quantique dans 10 ans. Donc ça, c'est beaucoup, et c'est clair qu'on a vraiment besoin en formation aux technologies quantiques. Une formation initiale, mais aussi continue, des techniciens, des ingénieurs, docteurs. Okay. Et ça, au niveau UGA, par exemple, il y avait le lancement récemment d'un programme thématique sur le quantique, donc ça, c'est côté physique. Et il y a des efforts maintenant pour aussi remonter et élargir les options de formation côté informatique,
à l'université. Et puis au niveau du doctorat, donc, avec la stratégie quantique, il vise de doubler le nombre de thèses dans le quantique dans 5 ans, avec une évolution vers interdisciplinarité et une sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'industrie. Donc ça, c'est quelque chose qui vient du niveau national qu'on essaie d'implanter dans QuantHelps. Et finalement, il y a le côté innovation. Donc tout ça, on a tout au début de QuantHelps. J'ai dit que ça a lancé il y a quelques mois, au début de l'année. Mais on prévoit par exemple des sessions d'échange et des visites de laboratoire. Il y aura des journées thématiques sur les projets ou les axes de recherche où on va impliquer les industriels. Il y a déjà l'année dernière une journée minalogique autour de l'informatique quantique. Il y en a encore cette année en novembre. Et on organise par exemple, on planifie d'organiser des hackathons autour de ça. Donc tout ça, c'est en lien avec l'industrie. Il y a une cellule d'innovation dans QuantHelps qui fait une porte d'entrée pour l'industrie, qui veut savoir plus, qui veut savoir si c'est important, à qui il peut parler, etc. Dans QuantHelps. Et on fait le lien avec la formation, et comme j'ai dit, la formation continue qui va être très important quand on crée plus en plus d'emplois dans le quantique. Et évidemment, plus loin, on va aussi accompagner les chercheurs qui visent transitionner vers l'industrie, à l'innovation. Okay. Et avec ça, je vais finir. Merci beaucoup de votre attention. Pardon. Merci beaucoup pour ton talk, c'était très éclairant et c'est synthétique. Est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? Questions? Non, pas de questions. Bon, moi j'en ai une pour toi. Il y a toute une partie là dans le projet, j'appelle ça le projet dans l'initiative, plus largement dédiée aux aspects formation, formation initiale, formation continue. Moi j'interagis beaucoup avec les étudiants. Tu as beaucoup parlé de physique, de physicien, le mot physique est souvent revenu dans ton talk. Ouais. Est-ce que le quantique, finalement, s'adresse uniquement à des physiciens, ou est-ce que d'autres étudiants qui nous écoutent là aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle, pas trop, est-ce que d'autres types d'étudiants sont amenés à aller sur ces métiers-là, sur ces profils-là? Comment les cursus, on les adapte? Au côté informatique, c'est clair qu'il y a un vrai besoin maintenant, et là, on adapte la formation. Donc, actuellement, à UGA, il n'y a pas beaucoup de formation en quantique. Et c'est quelque chose qu'on essaie de changer. Donc, il y a un cours, on va dire 3 cas de cours qui un peu traitent la quantique, mais ça, c'est en cours de changer. Donc, il y a une vraie initiative maintenant d'essayer de monter des cours en quantique au niveau master et peut-être au niveau L3, par exemple. Dans les autres domaines, je ne sais pas trop ce qui est en cours pour vraiment monter des formations en général, mais il y a au moins au niveau doctoral, il y a des thésards ou thésades en philosophie ou sciences humaines qui recherchent la quantique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en place. Ouais. Okay. Peut-être une autre question, parce qu'on a encore quelques minutes. Pas d'autres questions dans la salle? Dernière question. Ouais. Tu as parlé beaucoup dans QuantHelps d'acteurs académiques, ouais. CEA, NRIA, CNRS, université. Ouais. Et tu as commencé un petit peu à la fin à parler d'acteurs plutôt orientés industriels. Tu as cité Minalogic, sauf erreur de ma part. Ouais. Aujourd'hui, on a plutôt un public d'entreprise en face de nous. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires industriels dans QuantHelps au-delà de Minalogic? Oui, donc il y a des partenaires locaux, notamment Air Liquide et ST Microélectronique. Je ne connais pas tous les mots, il y en a mieux que moi, mais il y a beaucoup d'acteurs, oui. D'accord. Oui. Typiquement, quelqu'un qui nous écoute là dans la salle, qui se dit, bon, moi le quantique, je sens qu'il y a un potentiel peut-être dans mon domaine. Vers qui concrètement, vers quelle porte il doit aller frapper là dans votre consortium? Quand j'ai dit il y a une cellule innovation, donc c'est Thierry Chanelier qui est chargé de ça. Et donc ça, c'est la porte d'entrée. Il peut le contacter et après, lui, il va diriger vers le 20%. Ou quelqu'un qui connaît, qui travaille sur quoi, aussi il y a quelqu'un qui travaille dans ça ou ça, etc. Oui. Peut-être après, tu pourras nous envoyer les contacts et nous, on transmettra aux membres de l'ADIRA. Oui. Okay. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir.